Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Mental. Aujourd'hui, je reçois Karen, qui est préparatrice mentale et coach en entreprise. Et pas seulement, c'est ce que tu m'as dit en off. On va parler aujourd'hui plus de la partie entreprise. Vous m'avez demandé plus de conseils et on va dire d'outils actionnables pour votre carrière professionnelle. Donc, je suis ravi de te recevoir, Karen, aujourd'hui. Tu es donc, comme je l'ai dit, préparatrice mentale. Tu t'es spécialisée là, après une première carrière, j'ai vu, dans le luxe. Ce que je te propose, c'est de commencer par un vrai ou faux, et après, c'est de te présenter. Ok? Ça marche. Cool. Alors, on va prendre des affirmations que j'ai préparées. Tu peux répondre par vrai ou faux, et tu peux aussi expliquer un peu ta réponse. Donc, la première, c'est pour progresser dans sa carrière, il faut surtout être très compétent. Alors, je dirais faux. C'est sûr que la compétence, elle est indispensable pour évoluer dans l'entreprise. Mais je dirais que les vrais assets, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion de ses pensées et je dirais avant tout l'intelligence relationnelle, qui est vraiment très important. Excellent. Le stress est un problème qu'il faut supprimer. Faux. Je dirais le stress est utile. C'est un indicateur qu'il se passe quelque chose et il ne faut pas le supprimer. À la base, c'était un indicateur de survie. Aujourd'hui, cette peur, peut-être de venir voir qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire. Et c'est un super indicateur pour voir potentiellement ce qu'on a à dépasser. Tu vois plus comme un signal. Ouais, Beaucoup de gens stagnent non par manque de talent, mais parce qu'ils n'osent pas assez. vrai. Je dirais que la peur, dont on a commencé à parler, la peur du regard des autres, la peur du rejet, la peur de l'échec, font que beaucoup de gens ont tendance à procrastiner ou à se censurer. Donc oui, ça ralentit l'épanouissement, je dirais, du salarié ou juste de l'être humain, en règle générale. Et on va pouvoir voir comment faire sauter ces blocages. Oui. Le leadership, ce n'est pas réservé aux managers. Non. Le leadership égale pas un titre. On peut avoir le titre et aucun leadership, et comme à la fois, on peut avoir... la clé, en fait, c'est cette capacité à fédérer derrière un projet, un objectif commun. C'est ça le leadership. Donc, c'est pas un titre sur le CV. Chercher à être parfait ralentit souvent une carrière. Oui, ce que j'observe, c'est que la procrastination, elle est déclenchée souvent par ce besoin de perfectionnisme. Et la perfection, quand on prend conscience que déjà c'est subjectif, ensuite ça n'a pas grand intérêt, et c'est intéressant pour des objets, mais selon moi, aucun intérêt d'un point de vue de l'être humain. L'échec peut devenir un accélérateur de carrière. Oui, un grand oui. L'échec est sous-coté, je dirais. C'est une source d'apprentissage, de perfectionnement énorme. Et puis, qui réussit du premier coup? Quand on apprend à marcher, quand on apprend à écrire, tout ce qu'on entreprend pour la première fois, on réussit jamais du premier coup. Pourtant, en France, c'est pas forcément valorisé. Non, et c'est en ça que c'est intéressant parce que je dirais même depuis l'école, tout petit, on valorise trop peu l'échec. S'accomplir à travers uniquement le résultat, donc l'accomplissement, la réussite, c'est une illusion et ça rend l'individu hyper fragile. Complètement d'accord. Il n'y a que les grandes gueules qui montent dans la hiérarchie. Faux. Selon moi, l'intelligence relationnelle, elle est capitale. Je dirais qu'il y a, même si on dézoome, une notion d'énergie. Et ouais, l'intelligence relationnelle, une grande gueule, on peut très bien réussir et voilà, être mesuré dans ses actions, dans son quotidien. Et est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie d'avancer? Faut se poser la question. Il y a beaucoup de personnes qui sont rassurées, je pense, par ce propos. Merci. Ah non, il y avait une dernière. Pour progresser dans sa carrière, il ne faut pas compter ses heures. Faux. La première question, c'est quelle vie j'ai envie de vivre, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Est-ce que c'est important pour moi à l'instant T de ne pas compter mes heures parce que ça me rassure? En fait, qu'est-ce qui se joue derrière le présentéisme?
Non, non, compter ses heures, tout est une question d'équilibre et je trouve qu'on l'observe de plus en plus. Plus on monte au niveau du top management, plus il est impensable de diriger une grande entreprise en se couchant à 3 heures du matin avec une grosse consommation d'alcool, zéro sport. Voilà, c'est une hygiène de vie, c'est un équilibre, il faut trouver le sien. Merci Karen pour ces réponses. On est rentré directement dans le vif. Est-ce que maintenant tu peux te présenter un peu plus pour raconter ton parcours et expliquer ce que tu fais Ouais, au quotidien? avec plaisir. Je m'appelle Karen, donc j'ai 36 ans. J'ai travaillé 13 ans dans l'industrie du luxe. Ça a été pour moi un merveilleux observatoire de l'être humain. J'y ai observé beaucoup de tensions et parfois même de la souffrance. Et j'ai voulu chercher des clés en fait pour aider l'individu à s'épanouir et d'une certaine façon à arrêter de souffrir, à se révéler. Donc c'est comme ça que je me suis formée au coaching, qui a été vraiment un éclairage puissant à laquelle j'ai rajouté la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est un formidable outil aussi pour voir ces schémas inconscients et dépasser en fait le blocage émotionnel. Et la préparation mentale est venue très rapidement. Étant moi-même sportive, j'ai vu énormément de parallèles avec le monde de l'entreprise et les sportifs. Et voilà, passionnant d'avoir tous ces outils pour les mettre uniquement au service de l'objectif qu'on a envie d'atteindre, Et quel qu'il soit. tu t'es formé avec Thomas Semut, j'ai vu, le Oui, préparateur mental de Léon oui, Marchand. tout Ok. à fait. Je crois que j'ai reçu, enfin non, je suis sûr, j'ai reçu Manon Houette Oui, qui est aussi oui. passée par son programme. C'est aussi la philosophie de l'enseignement est hyper important pour moi. Et je dirais que c'est cette notion d'allier plaisir et performance. On a un présupposé que la performance, ça doit être quelque chose de... Il faut souffrir pour réussir. Et j'ai été conquise par cette vision et c'est ce que j'ai envie d'apporter et de contribuer modestement dans mes accompagnements. Et donc là, comment tu exerces au quotidien comment ça se passe concrètement? Alors, tu m'as dit que tu faisais du collectif Ouais, et de je fais du l'individuel. collectif en entreprise Ok. et de l'individuel, donc manager, entrepreneur, on va dire les pros, Mhm. mais aussi les sportifs, les athlètes. Voilà, donc c'est Ok. hyper enrichissant. On va faire un focus sur la partie entreprise. Quels sont, tu vois, les blocages principaux que tu essayes de faire sauter dans tes accompagnements? Moi, tu vois, je vois souvent, enfin, je voyais, puisque quand je suis entrepreneur maintenant, mais quand j'étais salarié, tu as parfois, tu vois, des blocages type syndrome de l'imposteur, manque de confiance. Je voyais des personnes compétentes qui s'effaçaient beaucoup trop par rapport à d'autres. Et c'est ce que je t'ai dit un peu dans le vrai ou faux, mais ces personnes un peu grande gueule tu vois, qui parlent un peu trop sans avoir les informations et par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus compétentes et techniques, mais qui s'écrasent, quoi. Voilà, je te donne un peu le panel, mais c'est un peu ce type de blocage que j'aimerais qu'on explore ensemble, quoi. C'est juste, c'est ce que j'observe. Le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, la relation à l'échec, la relation à la réussite, qui plus est dans des grandes entreprises où il y a énormément de pression, ce besoin de monter les échelons, de trouver de l'estime de soi à travers son salaire ou le titre de son poste. J'observe beaucoup de personnes qui sont comme enfermées et qui souffrent un peu de cette prison dorée. Hmm. Et ce que j'observe, c'est qu'on se connaît très peu. Et c'est en ça que le coaching est formidable. Si on a l'envie d'aller chercher des réponses et peut-être de dézoomer et de vouloir peut-être réfléchir sur qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait dans cette vie où on arrive tous à un instant T et on part on ne sait pas quand. Et dans ce laps de temps, qui on a envie d'être, qui on a envie de devenir. Et du coup, ma réussite n'est pas la tienne, tu vois. Hmm. Et j'observe que les questions arrivent très souvent dans des niveaux de difficulté où, comme dans une impasse au pied du mur, où ces profils se posent des questions, en fait. Pourquoi j'en suis là? Pourquoi je souffre et pas l'autre? Hmm. Le regard de l'autre aussi, c'est quelque chose qui pèse énormément. Ne pas s'autoriser à oser. Voilà, c'est des sujets où, qui, selon moi, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école.
On n'apprend pas à se connaître et pourtant c'est déterminant pour savoir en fait du coup qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce qu'à partir du moment où on est connecté à ce qui nous anime, c'est là où on déploie une force dingue. Et c'est ce qu'on observe beaucoup chez les sportifs, de la répétition du même geste et pourtant d'aller chercher toujours cette notion de plaisir. Et ben, les managers, tous ceux qui évoluent dans l'industrie, dans les entreprises, sont des athlètes voilà, dans ces immeubles-là, quoi. Ils cherchent aussi des réponses, ils cherchent aussi à s'accomplir. Et voilà, c'est les athlètes de l'entreprise aussi, je trouve. Tu vois, il y a un discours aussi en ce moment où je l'ai vu un peu popper là sur les réseaux, qui dit ouais, en fait, le travail, c'est juste de quoi enfin, gagner sa vie et se nourrir. Euh, et donc, toi, forcément, tu vas un peu à l'encontre de ça parce que tu te dis il faut que la personne trouve du sens, enfin, du sens, ou en tout cas qu'elle progresse, qu'elle évolue, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire bon, en fait, le travail, il faut pas trop se poser de questions, c'est juste prendre un salaire et partir, quoi. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Chaque cas est particulier. Mm. Et en fait, si tu veux, si ma réalisation, revenir à la fonction primaire, j'ai envie de dire, du travail, qui était travail égal argent pour subvenir à mes besoins, c'est complètement OK. Mm. En fait, progresser dans sa carrière, en fait, la notion du dépassement de soi, c'est ce qui m'anime. Si tu le mets au service, parce que ta carrière aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour toi, venir mettre de la lumière sur, OK, qu'est-ce que ça te dit de toi? Pourquoi tu as besoin d'évoluer sur... pourquoi là, tu es directeur et pourquoi tu veux devenir area manager? Mm. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce qu'en fait, ce qui se joue, c'est que demain, on t'enlève ton titre, on t'enlève ton travail, qui tu es, Mm. qui tu deviens. Et on l'observe, que ce soit chez des sportifs ou des salariés, les gens s'écroulent quand parfois on leur retire le travail, tellement ça a été ancré dans la construction de qui ils sont. Ouais, j'ai enregistré hier avec Quentin Malric, qui était un ex-espoir de l'athlétisme français, et il s'est pas qualifié au JO. Et on a parlé justement de ce sujet de l'effondrement du sportif de très haut niveau qui a plus d'objectif de vie en fait, Ouais. parce qu'il a tout mis, tous ses œufs dans le même panier, quoi. Et donc, si aujourd'hui ton équilibre, c'est d'avoir une fonction purement alimentaire à travers ton travail, parce que ben, toi, ce qui t'épanouit dans la vie, est-ce que c'est derrière d'aller t'entraîner? Parce que voilà, on n'est pas que salarié. Est-ce Mm. que c'est d'aller chercher tes enfants? Tu vois, on est multiples et je pense qu'il faut aller chercher toutes ces facettes pour continuer en fait uniquement à s'épanouir. Donc, mon approche, elle va être en fonction de ce que la personne a envie de dépasser. Vraiment, ses raisons profondes, quoi. Oui. Et du coup, la formation que tu as fait avec Thomas Samus, c'est vraiment les outils de préparation mentale. Comment toi, tu les utilises, tu les appliques en fait avec tes coachés en entreprise? Ouais. Parce que parfois, ça peut être difficile de faire le lien, tu vois. Toi, tu faisais, enfin, tu fais pardon de l'Aerox, on en a parlé, moi, du marathon. Donc, dans ce cadre-là, c'est facile de se dire, bah, tu as la visualisation, la respiration, etc. En entreprise, comment ça peut se matérialiser? Déjà, je dirais ça commence le matin. Qui plus est, dans une ville urbaine hyper intense, de commencer sa journée avec la bonne énergie, comme tu vas sur une ligne de départ avec la bonne énergie. Euh, un réflexe, tu vois, de mettre son réveil 30 minutes plus tôt pour avoir un moment seul avec soi. Je trouve qu'il y a des outils puissants que sont déjà la gratitude. On a tendance à sous-coter et à prendre pour acquis tout ce qui est déjà là. Et de ressentir profondément cette reconnaissance, de se dire ben chouette, encore une nouvelle journée pour essayer, découvrir, apprendre, et merci pour ça. Mm. La gratitude, c'est un outil que je trouve formidable pour déjà être dans une bonne énergie le matin, versus mon réveil sonne, quel enfer. Ouais. Tu vois, j'arrive pas à sortir de mon lit, c'est déjà pas les mêmes réveils. Derrière, la méditation, on se dit souvent c'est pas accessible, je l'entends assez souvent, et en fait, déjà 3 minutes, et encore une fois, il n'y a rien à réussir dans la méditation, juste de se poser seul et de se concentrer sur sa respiration, de faire le vide, de commencer ta journée déjà sans ton téléphone, voilà,
tu désarmes l'alarme, tu te lèves, 5 minutes de gratitude, de la respiration, de la méditation. Et je trouve le plus puissant, la visualisation. Tu as un enjeu dans ta journée, un entretien, une demande d'augmentation, une conversation difficile avec un collègue. On a tous une multitude de prétextes, de choses sur lesquelles on va projeter de la peur. Et la visualisation et de se mettre déjà dans un ancrage positif, ça change la vie. Et moi, je le pratique, hein, parce que tout ce que tous les échanges que j'ai, ce sont des choses que j'ai essayé, évidemment, pratiquées. Et il n'y a pas que dans le sport qu'on a besoin de la visualisation. C'est bien que tu me fais un peu une passe décisive sur tout ce qui est entretien. On va prendre plusieurs cas Oui, pratiques. Prenons l'entretien d'embauche. Beaucoup de personnes sont terrifiées à l'approche d'un entretien oui. parce que forcément, ils ont tellement envie d'avoir le poste que, voilà, que ça en devient un peu angoissant, quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pas une méthode, mais un peu un process pour se mettre dans les bonnes conditions, pour ne pas être effrayé pendant l'entretien, ne pas trembler, voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui me paraît être le b.a.-ba, c'est-à-dire connaître son interlocuteur, l'activité de l'entreprise et le poste, parce que je l'ai observé aussi dans ma vie précédente. Tu dis le b.a.-ba, mais j'ai fait passer beaucoup d'entretiens et il y en a pour beaucoup, c'était pas le cas. C'est pour ça que je fais quand même une petite piqûre de Ouais, rappel, t'as parce que raison. je l'ai expérimenté aussi, et ça me paraît être un indispensable, parce qu'en fait, à partir du moment où ne serait-ce que tu arrives à mettre un visage sur la personne qui va te recevoir, dans ton petit exercice de la visualisation du matin, tu te vois dans cette salle, souriant, positif, avec ce que tu considères comme être tes forces, tu vois. Et ça me paraît un indispensable pour déjà descendre le niveau de pression qu'on va venir projeter. Parce que la peur, comment elle fonctionne, à l'instant T, on vient projeter un souvenir qu'on a vécu, expérimenté ou aperçu dans le futur. Donc on se dit, punaise, je vais avoir un entretien, il va me coincer avec des questions, et là, c'est le mental qui part. C'est de revenir au moment présent et de se dire, ok, identifier en fait quand l'émotion vient, ok, bon, là, j'ai peur. Et se demander de quoi j'ai peur. Et pas pourquoi j'ai peur. De quoi j'ai peur. Ah, j'ai peur qu'ils viennent me coincer sur le trou dans le CV que j'ai eu, machin. Ok. Se demander ensuite quelle histoire je me raconte. Qu'est-ce que je suis en train de projeter sur un moment qui n'est pas encore arrivé. Ok, je connais mon parcours, je connais mes forces, je connais mes compétences, je connais ma motivation derrière cet entretien. Et d'aller en fait se recentrer sur soi et ne pas avoir un présupposé de ce que l'autre peut penser, croire ou projeter sur nous. C'est très juste que tu dis ça. Souvent, on anticipe des réactions d'une autre personne, de moments qui ne sont pas arrivés, en fait. Ouais. Mm. Et de prendre conscience que c'est le mental, ne pas croire tout ce qu'on pense, de se dire ah tiens j'en suis là, ok. Ce matin je suis persuadée que mon entretien c'est ça que je projette. Et puis se poser la question, ok, c'est le film que je me raconte. Combien de temps je vais continuer à me raconter cette histoire-là? Ça, on peut se le dire consciemment. Ah ouais. C'est un film c'est un film que je me raconte là. Il faut Ok. s'observer. Mm. On n'a pas appris à gérer le mental. Le mental, il est utile pour organiser sa journée, pour planifier. C'est un super outil. Mm. Le problème, c'est parfois on en devient esclave et on croit tout ce qu'on pense. Oui, c'est vrai. Mm. Ben ouais, je viens de me dire que je suis nulle. Donc à force, forcément, je crois que je suis nulle. Ok, pourquoi c'est de venir tout de suite, et c'est pas quelque chose de facile, et il faut pas se dire ah ouais, moi j'y arrive jamais. Évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, et donc ça se pratique. Mm. Donc il y a des fois où on réussit, il y a des fois où on a plus de difficultés. Mais c'est de voir le film qu'on se raconte et de prendre du recul par rapport à ça. Et encore une fois, de se dire attends, mon entretien, j'en ai déjà fait, ça s'est super bien passé, c'est comme ça que j'ai eu mon job. De venir en fait rajouter du positif. Je connais mon sujet. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà vécu ce moment. C'est comme ça qu'on dépasse la peur. J'avais entendu un truc aussi, que c'était bien de rééquilibrer la relation. C'est-à-dire de se dire que toi, tu viens chercher un job, mais l'entreprise vient aussi a besoin d'une personne. Donc en fait, ça permettrait aussi de, tu vois,
de se dire, en fait, on est tous les deux dans un cas où on a besoin de l'un et de l'autre, quoi. Tout à fait. Et tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est une histoire de rencontre. On a tous un diplôme, des expériences. Mais du coup, qu'est-ce qui fait la différence? C'est notre unicité. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Mm. De ne pas chercher à être un robot, une page Wikipédia qui sait tout, qui a réponse à tout. De venir mettre ce qu'on appelle ce petit supplément d'âme qui fait que, en fait, ok, tu coches pas toutes les cases, mais en fait, tu dégages une énergie qui me fait envie de te faire confiance et de te Toi, prendre dans mon équipe. c'est ce que tu cherchais, toi, quand tu étais Ah ouais, ouais, toujours. Ça a ok. toujours été une Directrice, histoire ouais. de rencontre. Toujours une histoire de rencontre. Parce que déjà, le CV, quand on regarde les fiches de poste, il faut être un mouton à 5 pattes. Mm. Il n'y a jamais le candidat ou la candidate parfait. Par contre, ce que je vais aller chercher, ce que j'allais chercher, c'était qu'est-ce qui, dans son parcours, me montre qu'il y a une curiosité, une envie d'apprendre, une sincérité, une histoire, une personne, en fait, tu vois, quelque chose d'humain. Et c'est ça qui fait des rencontres et que les gens ont envie de collaborer ensemble. Carrément. Et du coup, sur tes précédents postes, enfin, toi, personnellement, du coup, dans ta carrière, Oui. tu utilisais déjà inconsciemment des outils, en fait, de préparation mentale ou juste tu l'as découvert après, bien après et trop tard, du coup? Ouais, j'utilisais beaucoup la respiration, notamment à travers la pratique du yoga, Mhm. les pranayamas. Voilà. C'est une pratique le matin qui permet tout de suite de venir faire redescendre le système nerveux. La visualisation, moi, ça a toujours été un outil vraiment puissant. Je ne l'utilisais pas aussi régulièrement, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, pour l'année prochaine, quand tout le monde fait sa wishlist de toutes les choses qu'on a envie d'accomplir, moi, c'était un moment où vraiment je fermais les yeux et je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, expérimenter? Et donc, voilà, c'était des petits outils que j'utilisais comme ça. Le yoga sous-coté, je trouve surtout chez les garçons. Ouais. Moi, enfin, je l'ai découvert aussi, je sais pas, après le Covid, enfin, c'est trop bien, quoi. Tu vois, je fais beaucoup de courses à pied, c'est vrai que pour la course, ça aide, et pour le travail aussi, en fait. Même le soir, j'avais dans mon précédent job des journées vraiment, vraiment costauds, et le soir, j'avais, je sais pas, une fois par semaine, tu vois, un cours de yoga, et en fait, ça me coupait direct de la journée, quoi. Et tu fais un switch comme ça, AB presque, quoi. Ça te permet d'atterrir. Ça te permet de commencer la journée différemment que déjà regarder tes notifications d'email et de ton agenda. Parce que bon, il y a très souvent maintenant un téléphone professionnel qu'on allume très vite et dont on est un peu esclave. Commencer et clôturer sa journée différemment. Et Mm. puis même, c'est comme la méditation, il n'y a pas de choses à bien faire. C'est l'intention qu'on met à l'instant T de se dire, en fait, là, c'est pause. Et ne serait-ce qu'une respiration dans l'ascenseur. Se dire, en fait, voilà, est-ce que je m'observe en train de courir de la même façon où tu sors du métro et tu vois que tu prends la même cadence que tes voisins? Complètement. Mais c'est clair, et tu vois, sur le yoga aussi, t'as pas besoin d'être un athlète de yoga. Tu fais des trucs très simples, une vidéo YouTube de 5-10 minutes déjà pour commencer. Bien C'est sûr, déjà ça, quoi. bien sûr. Tu as parlé d'un gros sujet aussi dans ta présentation, c'est la gestion des émotions. Et donc, je trouve que ce qui englobe tout ça, c'est la communication. Souvent, dans les entreprises, le problème, c'est la communication entre les personnes, quoi. Il y a rarement un sujet de fond. C'est juste qu'on a des points de vue différents, et après, c'est la manière de communiquer qui est compliquée. Est-ce que toi, tu accompagnes aussi les personnes sur cette manière d'appréhender l'autre, de communiquer? Justement, tu parlais de gestion D'intelligence relationnelle? ouais, d'intelligence relationnelle, Ouais. merci. Comment tu fais pour faire progresser les personnes là-dedans? Il y a une question très simple. Tu cherches à avoir raison ou tu cherches à avoir des résultats? C'est quoi ton objectif dans l'échange? Tu observes que dans les réunions, tout le monde cherche à donner son point de vue, à s'exprimer pour montrer qui c'est. C'est quoi ton objectif de la réunion? Ok, c'est de prendre la parole. Très bien, dans l'ordre du jour, voilà, je cherche à prendre la parole. Il y a un sujet sur lequel tu sais qu'il y a un désaccord. C'est quoi ton objectif? De pas aller sur le mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. D'aller sur le comment, pour être beaucoup plus orienté solution.
ça me parle ça. Souvent, c'est une question d'ego où tu essaies de t'imposer. Ouais, c'est des jeux de pouvoir en fait entre des personnes. Mais comment, c'est difficile de sortir de ça aussi vraiment sur le moment, tu vois. Ouais. Euh, Comment on peut prendre du recul? Alors, c'est pas, j'aime pas trop cette expression, mais comment on peut prendre un autre angle? Prendre un autre angle, je dirais, c'est de prendre conscience qu'il faut qu'on soit en capacité de se poser la question à soit s'affirmer, soit dans l'affirmation, soit dans l'approbation. Si tu es trop dans l'affirmation, de ton point de vue, tu prends un penchant hyper autoritaire, hyper rigide. Si tu es trop dans l'approbation, tu es toujours d'accord, c'est-à-dire que tu as des difficultés à dire non, et en fait, tu ne te positionnes jamais. Donc, ta capacité, en fait, à être capable de faire les deux, et donc de jauger. Toujours prendre le temps d'écouter ce que dit l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu partages ton point de vue, merci pour ton partage. C'est intéressant que tu vois les choses comme ça. Déjà, là, la pression, elle redescend. L'autre se sent écouté, considéré. De respecter le point de vue de l'autre. Ben ouais, et Mm. donc pas menacé. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà ta réponse. T'attends même pas que l'autre finisse de répondre, que tu réponds déjà. Parfois même, il y en a qui se coupent la parole. Donc là, c'est l'escalade. Parce que ça devient un truc hyper primaire. Hein. Si l'autre me domine, en fait, il me nuit et je ne peux pas exister, si on grossit le trait. Que déjà rien de prendre le temps de venir manifester le fait que tu as entendu son point de vue et que c'est intéressant de voir les choses sous cet angle. Et de questionner. Comment on pourrait réussir à... Comment je peux t'aider à... T'es déjà plus du tout dans la résistance. Il y a plus... Le conflit, en fait, est complètement désamorcé. C'est quoi ton objectif? D'avoir raison ou d'avoir des résultats? Ok. Ça marche peut-être aussi quand on est, on va dire, sur le même niveau hiérarchique. Quand c'est Ouais. par exemple avec ton manager ou ton patron. Je vois pas beaucoup de posts en ce moment, comment gérer ton manager toxique. C'est pour ça que je pense à ça là. Mais tu vois, si c'est avec ton boss, comment gérer ça? Est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire qu'il y a un conflit? Ouais, il y a un conflit, ouais, exactement. T'es pas d'accord avec ton boss, t'as envie de lui dire comment tu. Parce qu'il y a des personnes qui osent pas du tout, Oui. tu vois, leur signaler quoi que ce soit, quoi. Parler en son jeu. Dire ce qu'on ressent. Voilà, aujourd'hui, je me sens stressée parce que, j'en sais rien, j'ai l'impression que les résultats qu'on attend de moi ne sont pas ceux attendus. Dire ce qu'on ressent. On ne pourra jamais critiquer quelqu'un qui parle de ce qu'il ressent pour ouvrir la discussion. Ok. On peut pas te dire t'es fragile du coup? On sera toujours critiqué. Hmm. Dire qu'on est fragile parce qu'on vient exprimer son humanité, est-ce que tu as envie de continuer à progresser dans une entreprise qui a ce point de vue? Ouais, c'est ça. En fait, t'es juste pas dans la bonne boîte, quoi. Et c'est OK. Hmm. Mais c'est des prises de conscience, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est peut-être te dire, en fait, bah, du De coup. venir, OK, je me suis pas sentie entendue, je me suis pas sentie comprise. Euh, c'est à moi d'évoluer, de composer avec ça. Est-ce que je sens que je peux les gérer? Good, ben, c'est parti. Je sens que ça vient m'activer et que j'ai trop de difficultés. OK. C'est quoi les options? Ok, je t'ai coupé sur déjà dire, enfin, le jeu est ressenti, exprimer son ressenti, pardon. Ouais, exprimer Ok. son ressenti et oser faire des demandes. Hmm. Oser, on ne sait jamais ce que l'autre va répondre. Et oser demander. Alors, avant une demande d'augmentation, tu vois, par exemple, commencer avec des choses plus petites. C'est un pouvoir incroyable, la demande. Et c'est quelque chose que on n'utilise pas du tout en France. Faut pas demander. Alors que l'autre a la capacité de dire oui ou non. C'est marrant que tu dis ça. Souvent, ça se passe mieux que ce qu'on croit, en fait. Mais ouais, On fait la demande et la personne dit oui. Ah oui, ah ok. En fait, j'avais juste à demander, quoi. Et puis il y a 3 façons de demander. La première, c'est d'imposer. Je te prends un truc parce que j'ai considéré que c'était à moi. Bon, ça marche pas, hein, dans le monde de l'entreprise. Il y a manipuler, c'est-à-dire me faire croire que ce que je te demande, c'est dans ton intérêt, alors qu'en fait, c'est pour servir mes besoins. Hmm. Et il y a le fait de demander. Et demander, c'est être en mesure de pouvoir accepter que ce soit oui ou non.
Et si on n'envisage pas le non, c'est pas une demande, c'est une exigence. Et donc, on confond l'exigence et la demande. À partir du moment où je te fais une demande, mais que je considère complètement que ce sera oui ou non, il n'y a pas cette charge émotionnelle. Tu vois? Ok, je vois très bien. Donc, par exemple, je veux demander une après-midi de télétravail en plus. Oui. Exemple très concret. Il faut être disposé et prêt à se dire que la personne peut dire non, quoi. Et pas se braquer, parce que sinon, en fait, c'est pas une demande, c'est ça. Bah ouais, si tu te Ok. braques, c'est que c'est une exigence, c'est que tu n'envisages pas qu'on puisse te dire non. Et puis, ouais, d'oser demander. Alors, par exemple, demander quelque chose de gratuit. Ah, la boulangerie, ça fait partie des exercices, tu Ouais, vois, en j'ai collectif. déjà entendu ça, c'est vrai? Ouais. Tu le fais en Ah, collectif? mais bien sûr. Ok. Mais c'est puissant parce qu'en fait, on se dit ouais, facile et tout, mais en fait, une fois qu'on y arrive, ah oui, non, mais c'est pour un exercice. Non, non. Les malins. Et voilà, sur une échelle de 10, si 10, c'est de demander une augmentation, une demi-journée de télétravail, d'aller chercher une demande 4, 5, et tu vois, sur 10 pour commencer petit à petit. Et en fait, se donner de la confiance, c'est comme ça que la confiance, elle vient. Quand on se rend compte on prend conscience qu'on vient de réaliser quelque chose et qu'on est capable de le faire. Comme un muscle, en fait, de l'entraîner Exactement. régulièrement, de se dire je suis capable de demander des choses, et puis au fur et à mesure. La Ouais. confiance, elle vient en faisant. Hmm. Ok. Et bah, ça tombe bien que tu parles de l'augmentation, c'est un sujet récurrent aussi chez les personnes. Euh, Il y a une différence homme-femme, on le sait, sur la capacité déjà à demander une augmentation. Mais même chez les hommes aussi, il y en a plein qui osent pas non plus. Bref, tout ça pour dire que comment on peut, parce que là c'est une grosse demande, comment on peut approcher ça correctement, surtout si on a eu des résultats. Parce qu'après, il faut être aussi lucide, et si on n'en a pas eu, bon, voilà, faut savoir qu'on n'en aura pas, mais si on en a eu et que on est légitime, comment on peut correctement le formuler? Est-ce que ça suffit de venir et de dire j'ai fait une super année, je veux 55 ou 60 ou 70 ou plus, sinon je me barre, quoi. Alors ça, c'est pas une demande, c'est bien une menace. Non, mais tu Mais, sais que souvent, mais ouais, c'est ouais, cette ouais. approche, hein. Mais parce que la personne est désarmée et n'a pas les clés et se dit qu'il faut, pour manifester sa motivation et son envie, la menace étant au bout peut être un argument. Que dire les choses très simplement, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de s'entretenir ensemble 30 minutes parce que j'ai une demande à te faire. Voilà, j'ai fait une excellente année, je m'épanouis dans l'entreprise. Euh, je te fais la demande de considérer une augmentation sur mon salaire à hauteur de. Il faut être précis aussi sur sa demande, c'est important. Ouais, On veut quoi? ouais, exactement. On veut quoi? Souvent on dit, enfin souvent, pas mal Parce de que moi, personnes. sinon, je te dis une augmentation, ok, je te donne 5 euros, mais tu seras pas content. Oui, c'est vrai, Tu c'est vrai. vois. Ouais, complètement. Et d'être précis parce que on sait jamais ce que l'autre va répondre. Ok, écoute, et puis de rebondir, d'être dans l'échange. La réponse du manager, c'est écoute, si j'ai besoin de réfléchir, ok, très bien, tu me réponds quand? Quand est-ce qu'on peut se revoir? C'est Ok. c'est d'être égal à égal. Et puis quand il y a une réponse en disant écoute, le contexte compliqué, ok, très bien, mais du coup, qu'est-ce que tu me proposes pour que je puisse continuer voilà, à progresser et à m'épanouir? Parfois, tu vas te retrouver avec peut-être un recrutement dans ton équipe, une nouvelle mission, un nouveau projet. Mm. On ne sait jamais ce que l'autre va répondre. Ouais, d'être plus proactif dans ta demande. Pas juste venir avec une demande et après, c'est ça ou rien, quoi. Ouais, mais il n'y a Mm. rien qui peut. Là, pareil, tu vas tu vas avoir raison ou tu vas avoir des résultats. Mm. Après, du coup, ok, tu peux pas l'avoir, donc tu t'en vas. Je veux dire, tu vois, le niveau, la confiance dans là, c'est là l'intelligence relationnelle. Là, la relation, est-ce qu'elle est fluide? Non. Est-ce qu'elle est bienveillante? Non. Là, il y a une tension qui vient de se créer. Et, et je crois il y a une notion importante, c'est qu'on a tendance à donner une coloration aux choses. On va dire que le monde A, c'est le monde des faits, tu vois. Je t'ai envoyé un mail pour demander un rendez-vous pour parler de mon augmentation. B, ça va être les interprétations. Ah, j'ai envoyé un mail, il m'a pas répondu, c'est qu'il s'en fiche, c'est peut-être qu'il va pas me le donner parce qu'il l'a donné à Michel, tu vois. Encore une fois, c'est ton mental, ça qui. Ouais. Ouais. Mais il fait beau aujourd'hui. C'est A ou c'est B? Mm. C'est B. Aujourd'hui, il fait 11.
Ça, c'est un fait. Mm. Il fait beau, c'est une interprétation. Et le vrai problème, c'est pas forcément la coloration qu'on donne aux choses, parce que ça, c'est bon, c'est l'histoire qu'on se raconte individuellement. C'est le monde des décisions, parce qu'on prend des décisions en partant de nos interprétations. Et il est là le danger. C'est souvent ça, ouais. Complètement. Euh, Attends, j'avais une question sur. J'ai oublié. Oui, si. En fait, il y a la culture du feedback qui est compliquée aussi, parfois en entreprise. Là, on va se mettre plutôt pour les managers en herbe, les jeunes managers, ou en fait, même pas, tous les managers. Tu as quelqu'un dans ton équipe ouais, qui fait pas son job ces derniers temps, qui est pas top, il ou elle a fait des erreurs. Comment redresser, en tout cas, enfin pas redresser, mais comment corriger le tir pour que ce soit bien fait, pas braquer la personne? C'est difficile aussi parce qu'il y a soit les managers qui vont utiliser la posture autoritaire et imposer le truc et dire t'es nul, faut que tu fasses mieux, quoi. Je vulgarise, mais c'est un peu ça. Et t'as la posture, la personne qui va rien dire par peur de blesser. Donc, comment on peut se positionner entre les deux pour bien faire cette chose-là? Il y a un outil formidable qui s'appelle le questionnement. Venir questionner. Comment tu te sens en ce moment? De quoi tu aurais besoin? Comment je peux t'aider? Tu commences tout de suite par comment tu te sens. En fait, tu t'intéresses à la personne et pas forcément à Ouais. son travail, Je quoi. pense que c'est une illusion de croire qu'on laisse ses problèmes sur le parking ou à la porte d'entrée. Ça ne veut pas dire la personne dans un contexte professionnel, si elle en vient à parler de quelque chose de personnel, c'est qu'il y a une raison importante. Mm. Sinon, elle sait que le partage, ça va être ma charge de travail, les projets, les conflits. Voilà. Et c'est de lui donner une occasion de venir s'exprimer dans ce qu'elle ressent et de voir en fait ce qui se joue. Parce qu'à partir du moment où elle se sent entendue et comprise, la communication, elle est là. Et du coup, tu peux l'emmener vers ce que tu as envie qu'elle dépasse ou qu'elle prenne en main. Très simplement. Je sens que tu as des difficultés en ce moment sur tel et tel sujet. Comment je peux t'aider? Mm. Là, tu n'es pas en train de l'accuser ou de lui faire de la peine. Tu lui dis, OK, je vois qu'il y a quelque chose de difficile pour toi et je viens en me mettant en partenaire. Et ce qui n'enlève en rien l'autorité. Du leadership, c'est de venir rassembler, fédérer, influencer autour d'un objectif commun. Ton objectif, c'est qu'elle fasse son job. Donc, chaque personne est différente. Donc, comment, avec sa personnalité, tu peux l'emmener d'un point A à un point B? C'est ça, être manager. Et c'est vrai que ça ne s'apprend pas. On l'apprend nulle part. Ça s'en prend pas, tu veux dire, on peut pas. Si, on peut l'apprendre, mais dire ça, ouais, on ne Il doit n'y a pas. pas d'école de Voilà, manager. ouais, c'est ça, ouais. Il y en a, mais en fait, c'est pas ce qu'on fait dedans. On en C'est a ça. fait tous les deux, on sait très bien, quoi. Mais oui, après, c'est la vie qui fait que chacun de son côté. Et maintenant, tu fais partie de ces personnes qui permettent justement d'apprendre tout ça. Mais oui, effectivement, on n'apprend pas ça. Et en fait, dans ce que tu dis dans le leadership, c'est évidemment pas donné, enfin pas évidemment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, mais si on ne donne pas des ordres, justement, on essaye de fédérer autour de cet objectif. Mais je trouve ça vachement intéressant que tu aies commencé par parler de l'humain en disant comment tu te sens, comment je peux t'aider. Euh, Alors que je pense que de beaucoup d'entreprises, c'est tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu as ce ton accusateur, quoi. Ouais. Il n'y a rien de positif qui peut sortir de tout ça, à part de la tension, de la frustration, de l'amertume. Mm. Donc l'impact, il est simple. Hein. Ça va être de l'absentéisme, ça va être du turnover sur les postes, et ça va être la performance. Les managers et les sportifs sont évalués sur la même chose, le résultat, et ce sont des chiffres. Donc la question, c'est comment y parvenir. Mm. Et je pense que la clé, elle est dans l'être humain, Intéressant. dans la compréhension de qui il est. Tu as des exemples récents d'ateliers que tu as fait sur des thématiques en entreprise que tu as accompagnées? Des thématiques un peu précises Ouais, la relation à la peur, de la peur à l'action. Ok. C'est quoi mes peurs? Il y a quoi derrière? Parce qu'en fait, comme une pièce de monnaie, il y a quoi derrière la peur? J'ai la peur de l'échec. En fait, l'envers, c'est le désir. C'est pas le courage. L'envers de la peur, c'est de la peur de l'échec, c'est le désir de réussir. Et en fait, à partir du moment où tu viens te connecter à cette énergie liée à tes envies, à tes désirs, ben tu le sens en toi. Il y a une énergie complètement différente, beaucoup plus créatrice,
beaucoup plus positive. Mais voilà, c'est des choses qu'on n'a pas apprises. Non. À identifier ses peurs, à voir ce qui se joue, c'est quoi mes croyances. Et ça, voilà, tu viens mettre de la lumière sur tout ça, décortiquer et à dépasser. Et du coup, tu viens te connecter à ce qui fait ton unicité, ta différence, et qui, du coup, on est tellement nombreux et qui, du coup, fait ta différence avec chacun, dans le collectif. Et donc, dans l'entreprise, derrière la peur, il y a oser demander, ça fait partie des choses hyper importantes. Il y a aussi le masque, le rôle qu'on joue, de ne pas s'autoriser justement à montrer sa fragilité. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi pas? Hmm. Mais j'ai vu du coup ton LinkedIn, j'ai regardé ta carrière d'avant, on va dire. Tu as quand même progressé, tu as pris à chaque fois des postes de plus en plus hauts. Toi, tu n'avais pas cette peur du coup ou... Et tu osais demander, enfin ce que je veux dire c'est que est-ce que chez toi c'était naturel? Parce qu'il y a plein de personnes compétentes qui n'osent pas aller justement demander tu vois, le poste d'au-dessus. Alors que franchement, elles sont compétentes et qu'elles sont complètement légitimes à avoir ce poste-là, quoi. Il y a un peu un mélange de deux, je parle des gens et J'ai... puis de toi, mais voilà. C'est le Ouais, non, problème. mais c'est une super question parce que ce que je partage, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai testées sur moi. Ça me paraissait aussi comme si j'étais en bas du Kilimandjaro et que j'avais jamais fait d'alpinisme. Mais j'ai appris, j'ai travaillé sur moi. Et c'est ça le message que je veux passer, c'est que on peut trouver des clés, mais il faut pratiquer. Et on réussit pas du premier coup. Et même si on a les clés, même en pratiquant, il y a des jours où ça va très bien se passer, d'autres un peu moins. Et c'est d'accepter cet échec. Et de se dire, OK, là, j'ai pas réussi à faire la demande comme je voulais, mais j'ai osé. De pas se dire, de pas ancrer l'échec dans son identité, en fait, et de se dire, il y a des choses positives. Parce que même si je n'ai pas eu le résultat, il y a tout un cheminement, il y a eu un comportement, il y a eu des attitudes, il y a eu des mots. Et là, il y avait énormément de positifs. Parce qu'encore une fois, tu ne sais pas ce que l'autre va répondre. Par contre, de me dire, j'étais calme, j'étais posée, j'ai réussi à parler clairement, à exprimer mon ressenti, à dire ce que je ressentais et pas venir accuser l'autre de tu. Hmm. C'est déjà, tu vois, il y a que du positif dans ce que je viens de lister, même si j'ai pas mon augmentation. C'est déjà une énorme progression. Bah ouais, Ouais. parce Parce que que potentiellement, il y a un an, tu l'aurais pas fait, quoi. et puis tu viens te positionner, tu viens d'envoyer aussi un message à ton cerveau que en fait, s'il y a quelque chose qui te fait envie, tu viens faire une demande Hmm. et que tu es en capacité de te positionner. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que c'est un gros switch déjà de réussir. Enfin, ça fait partie du chemin et c'est cette victoire qui va t'amener peut-être la prochaine victoire et ainsi de suite, quoi. Bien sûr. Hmm. Et de pas inscrire, de changer, de venir clarifier cette relation à l'échec. Pourquoi faut tout réussir? Qu'est-ce que ça va changer? C'est aussi accepter pourquoi on fait les choses. On parlait des désirs tout à l'heure. Si tu es vraiment connecté à ce qui te fait vraiment envie, tu vis pas les choses, ton monde s'écroule pas. Hmm. C'est intéressant cette histoire de peur, désir. J'aimerais bien qu'on le matérialise un peu plus. Si tu as des exemples concrets de peur et du coup de désir qui sont liés, que tu as pu voir toi dans ton parcours de coach ou de préparatrice mentale. Évidemment, sans nommer les personnes, mais tu vois, juste de comprendre comment ça peut s'articuler la phase pile et la phase face du coup. Eh ben, j'ai peur de perdre mon boulot. Derrière, c'est j'ai le désir de m'épanouir professionnellement. Hmm. J'ai peur de rater ma compétition. J'ai le désir de mobiliser toutes mes compétences et de pouvoir m'exprimer durant cette compétition. Et du coup, tu vas pas du tout avec la même énergie. Ok. Mais du coup, ce travail de trouver le désir, le réel désir est compliqué, quoi. Ben, Ouais. c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de lister toutes les peurs qu'on a, qu'elles soient sur le pro et le perso. Tu peux te faire 2 pages, hein. Hmm. Par contre, d'aller chercher ce que tu veux, pourquoi tu te lèves le matin, de qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, même quelle personne tu as envie d'être et d'incarner.
quel parent, tu vois, on a de multiples facettes et se connecter à ses désirs, ben, comme on n'a pas appris à le faire, c'est un exercice qui est difficile au début, Mm. d'aller chercher ce qui nous anime. C'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi dire en fait ou comment le formuler. Euh, Quand je réfléchis, je me dis comment on peut se poser. Est-ce qu'il y a des formulations de questions ou est-ce que des livres ou je sais pas, des outils pour ou c'est juste prendre un coach en fait et creuser ça avec un coach quoi Tu ou vas une plus coach. vite, tu vas plus vite avec un accompagnement, Mm. c'est sûr. Et l'échange est nourrissant. Ouais. Évidemment qu'il y a des lectures hyper intéressantes, mais se connecter à ses désirs, il y a besoin de rien de matériel. Tu fermes les yeux et je te dis, voilà, comment tu vois ta vie dans 10, 20, 30 ans? Tu as envie de quoi? Et là, ben, tu n'as pas forcément peut-être les réponses là, mais tu notes ce qui vient, tu te prends un petit carnet. Ok, ça me ferait ça. Je me suis jamais autorisée à imaginer que je puisse faire un marathon parce que ben, moi, on m'a toujours dit que j'étais nulle à la course. Je me suis jamais imaginée pouvoir peut-être travailler à l'étranger. Pourtant, ça m'attire vachement. J'ai envie de continuer à évoluer avec l'anglais, j'en sais rien. Mm. Tu vois, c'est de venir se connecter à soi, tout Mm. simplement. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce qu'en fait, c'est ce qui t'anime à l'instant T. Et du coup, de là, c'est comme un projet. Tu tires le fil de la bobine et quelles étapes vont me mener pour concrétiser ce désir? Tous les désirs ne sont pas à réaliser. On peut difficilement être astronaute et chef d'orchestre. Mais tu vois, dans la liste de ce qui te fait envie, de venir identifier peut-être les 2, 3 sujets, un truc perso, un truc pro, et de venir te se dire, OK, qu'est-ce que je mobilise? Quelle énergie je suis prête à mettre derrière? Et tu vois, ce truc de se visualiser dans plusieurs années, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment puissant. De fermer les yeux et d'essayer de se projeter à 10, 20, 30 ans et se dire quelle est la personne que j'ai envie d'être. Peu de personnes le font et je pense que c'est réellement, réellement puissant. Je sais pas si tu avais vu, j'avais fait un post d'Hélène Elingou sur, voilà, qui parlait de ça. Et elle disait à 8 ans, elle s'imaginait à maintenant en fait. Et elle dit qu'en fait, elle est la personne maintenant qu'elle s'imaginait il y a 8 ans, quoi. Ça peut paraître un peu perché, mais réellement, je pense que c'est très puissant, quoi. Et donc, c'est aussi quelque chose à transmettre à nos enfants, à nos filleuls, nièces. C'est extraordinaire de donner, de continuer à se connecter à son âme d'enfant, de qu'est-ce qui t'anime et de qu'est-ce qui te fait rêver, où en fait tu n'as pas toutes ces barrières, toutes ces œillères, tous ces présupposés, ces croyances qui t'empêchent de te connecter à qui tu es profondément. C'est en ça que je trouve que c'est formidable. Mm. Et elle en est un parfait exemple, à quel point tu peux entraîner ton mental. Mais ça demande de la pratique. Il n'y a pas de baguette magique, Mm. c'est sûr. Ouais, et ouais. Toi, tu recommandes de le faire quotidiennement. Alors, quotidiennement, c'est peut-être beaucoup, mais je sais pas si on peut vraiment y arriver. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton envie? Mm. Si je te dis il y a 1 million à la clé, t'inquiète pas que tout le monde trouve la motivation C'est de se vrai. connecter à sa visualisation. Ouais. Tu vois, si t'es animé à un truc qui, à un instant T, te fait envie, Mm. les ressources, tu les trouves. Ouais. Et puis, je vais te dire, si t'as pas la motivation, il y a une visualisation un peu poussée, hein, mais imagine-toi dans 6 planches de bois. Hein. Mm. C'est marrant, j'en parle souvent enfin, souvent. J'ai dit plusieurs fois sur le podcast que je me suis déjà imaginé, on va dire, la fin de ma vie en me Ouais. disant qu'est-ce que j'aurais voulu accomplir sur cette vie, quoi. Ouais, c'est un outil où là, tu prends conscience de peut-être d'une trajectoire que tu es en train de prendre et qui te convient pas. Mm. Et c'est complètement OK. Mais il faut en prendre conscience et de se dire que tout vient de soi. Ouais. C'est reprendre la responsabilité de la vie qu'on crée. Et quand je dis responsabilité, ça ne veut pas dire coupable. Oui. La responsabilité, c'est de se dire, je suis capitaine de mon navire et c'est moi qui choisis où est-ce que j'ai envie d'aller. Est-ce que tu penses que enfin, de ce que tu observes dans tes accompagnements, il y a des personnes qui font ce switch en se disant oui, en fait, je peux créer plein de choses dans ma vie de positives au lieu de subir en fait ma vie, quoi, concrètement. Bien sûr, Ouais. évidemment, parce que ça devient un moment qu'on dédie au travail sur soi,
si on n'arrive pas forcément à se discipliner ou juste qu'on n'a pas les réponses et puis qu'on a envie d'être, voilà, d'avoir un éclairage là-dessus et de se dire, de se connecter, en fait, une fois que j'enlève le regard des autres, que je m'enlève de la tête par des outils puissants, hein, les croyances où je ne peux pas réussir si je fais ci ou si je fais telle demande. Tu es connecté à ton énergie, ouais, ta source, quoi, ce qui fait ta différence, à tes désirs profonds, et du coup, tu déploies une force dingue. Tu parlais des croyances. Comment on peut faire sauter des croyances limitantes? J'en ai déjà parlé aussi sur le podcast, mais j'aime bien toujours revenir là-dessus, voir les différents avis. Euh, Par exemple, je suis nul en prise de parole, enfin, je suis nul à l'oral. Il y a plein de croyances comme ça que les personnes se créent. Comment on peut les faire sauter concrètement, quoi? Voilà, une séance de PNL, formidable outil. Ok. Un blocage émotionnel. C'est comme, imagine, tu as un disque dur dans ton ordinateur et on va venir changer un programme. Donc, du programme de je suis nul à l'oral à t'aimerais te sentir comment à la place? Ah, je sais pas, par exemple, à l'aise Très à l'aise. très à l'aise à Voilà, l'oral, donc, ouais. de passer de je suis nul à très à l'aise. Ok, c'est quoi cette croyance? Il y a quoi derrière? Depuis quand tu y crois? Hmm. Ah oui, ça vient d'où, quoi? Tu ressens quel sentiment? Voilà. Et derrière, il y a un protocole où, à travers une conscience, une hypnose, un état semi-éveillé, tu viens changer en fait la programmation du cerveau sur ce ressenti, en fait. Et du coup, derrière, euh, tu changes ce frein, en fait. Parce que du coup, cette hypnose dans la PNL, c'est vraiment, tu fais revivre la personne des moments où tu la projettes plutôt dans une future prise de parole, par exemple. Mais c'est elle qui, en fermant les yeux et en se connectant à travers le questionnement, de voir, qui va venir en fait elle-même projeter ce qu'elle voit actuellement. Hmm. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Ok. Et donc pour que le changement se fasse, c'est venir trouver le bénéfice caché qu'il y a derrière le fait de croire qu'on n'est pas bon à l'oral. Hmm. Et si tu maintiens ce bénéfice, le cerveau qui a horreur du vide, il achète cette nouvelle histoire. Attends, Il le y cerveau croit. a horreur du vide, je veux bien qu'on creuse ça. Eh ben, il se met dans un mode survie, donc Hmm. il vient toujours créer une nouvelle histoire. Tu vois? Ok. Donc, on peut pas juste enlever « je suis nulle à l'oral ». Donc, on le change par quoi? « Je suis hyper à l'aise à l'oral Ok, compris. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment cette histoire de disque dur où tu remplaces un truc, Ouais. ok, une case par une autre, quoi. ». Ouais. En gros, ok. Qu'est-ce qui te... Enfin, qu'est-ce que tu vois de plus récurrent dans les demandes que tu as en accompagnement dans les entreprises? Vraiment, on va dire les objectifs. Je t'ai parlé d'augmentation, on a parlé d'entretien. Quels sont les trucs, les patterns, je sais pas comment on traduit ça, Ouais. Je dirais les choses les plus récurrentes, que voilà. Je sais pas comment le traduire. c'est se positionner, prendre des décisions. En fait, le nœud, c'est la confiance en soi. Du coup, à un moment où tu as pu être déstabilisé dans un contexte où il y avait beaucoup de pression, une nouvelle croyance est venue que je n'ai pas confiance en moi. Ok, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as jamais eu confiance en toi. Là, tu viens chercher ces moments, remobiliser ces moments où il y a eu cette confiance en soi, où il y a eu ce moment où la personne a vécu, expérimenté, ressenti cette confiance en elle et cette confiance en soi. Et l'autre conflit, c'est évidemment le regard de l'autre. Qu'est-ce que Énorme. l'autre pense de moi? Surtout en entreprise, c'est énorme. Enfin, partout, mais en entreprise, c'est souvent le cas, hein. C'est Tu travailles sur quoi là-dessus, du coup? sur le regard de Ouais, l'autre. ouais, quand une personne, je sais pas, vit que à travers le regard du coup des autres, ses collègues, son manager. Il faut aller regarder pourquoi tout simplement la personne va présupposer ce que l'autre pense, dit ou ne dit pas. Ok. Et rester à son bout de la conversation, du moment, de la réunion, et s'arrêter là. Et ça demande un entraînement, donc il ne faut pas se juger.
Mais c'est un exercice qui est difficile de juste se dire, OK, stop. En fait, moi, il y a la charge mentale, quand on prend conscience de ce qu'on a dans le sac à dos, de la charge mentale qu'on s'impose, liée à ruminer toute la journée de ce que l'autre n'a pas dit, mais qu'on pense qu'il a dit dans la réunion, dans le truc, et à travers son mail et du point et du machin. Et puis, je vais te dire, à un moment, hein, si c'est trop lourd, venir clarifier. Est-ce qu'on peut se prendre du temps ensemble? J'aimerais qu'on clarifie. J'aimerais échanger. J'aimerais te partager quelque chose que je ressens. Et là, tout de suite, les conflits sont complètement désamorcés. Ah, mais complètement. Et c'est souvent vraiment ce sujet de communication et de demande, en fait. Je pense que si on devait retenir un gros point de cet épisode, c'est vraiment oser demander, oser en parler, en fait. C'est déjà. Ouais, Ça désamorce beaucoup de choses, quoi. ouais, vivez votre vie, quoi. Ouais, Et, concrètement. essayer de se connecter, d'avoir la curiosité d'aller à la découverte de soi pour en fait venir trouver cette motivation, cette envie qui parfois on sait même plus. Il y a cette demande de quête de sens. Et en fait, si on est connecté à ses désirs, le sens on l'a parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin. Je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode, c'est passé très vite. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question. Mais est-ce qu'il y a des personnes, une personne ou des personnes qui t'inspirent énormément? Et si oui, pourquoi? C'est une bonne question. Écoute, je dirais Thomas Samut. Sa philosophie, ce qu'il incarne et le message qu'il transmet depuis déjà tant d'années, d'avoir le courage d'apporter une vision différente du développement personnel. C'est très inspirant. Et je pense qu'on gagnerait, il y aurait beaucoup moins de souffrance si tout le monde se connectait à cette notion de bien-être et de se dire, voilà, dans les 24 heures de cette journée, l'objectif, c'est de prendre un maximum de plaisir dans ce qu'on fait. On peut s'arrêter là-dessus, Karen. Merci. Merci de À m'avoir bientôt. reçu. À bientôt. Salut. Salut.